Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par la Chambre de métiers et d'artisanat de la région Grand Est. Donc un webinaire aujourd'hui basé sur le contenu d'une étude réalisée en 2024 par la Chambre sur la prise en main des fonds réparation par la cible artisanale. Donc vous êtes en train de vous connecter progressivement. Donc, je propose qu'on commence parce qu'on a un programme assez dense pour vous aujourd'hui. Rapidement, pour vous présenter les intervenants, je me permets de commencer. Je suis Mélissa Laurent, je suis référente technique en économie circulaire au sein du pôle environnement de la Chambre de métiers d'artisanat Grand Est. Et donc, j'ai contribué à la réalisation de cette étude qui vous sera présentée aujourd'hui en collaboration avec mon collègue Julien que je vais laisser se présenter également. Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Levert et je suis également référent technique en économie circulaire et du coup j'ai appuyé Mélissa pour la réalisation de cette étude. Et je passe la parole à Philippe. Bonjour tout le monde, donc je suis Philippe Mucchielli, je suis le responsable du centre de ressources au sein du pôle environnement de la CEMA Grand Est. Je vais vous présenter quand même les équipes, que vous voyez comment on est organisé au niveau du pôle environnement. Donc au niveau du territoire, l'ensemble du Grand Est est couvert par des conseillers de proximité qui sont en appui des entreprises pour les accompagner et les guider dans le cadre d'un parcours artisan durable qui permet en fait d'aborder différentes thématiques. Aujourd'hui, on est purement sur l'économie circulaire, mais sachez qu'on intervient sur d'autres thématiques, la mobilité, l'énergie, l'eau, la biodiversité. Donc ces sujets-là sont à la fois des sujets d'importance pour les différents acteurs qui œuvrent dans le domaine de l'environnement, mais aussi pour nos entreprises au quotidien. Donc notre mission, c'est d'avoir des actions concrètes à destination des entreprises pour répondre à leurs attentes et leur apporter des solutions pragmatiques aux enjeux de la transition écologique. Je vais maintenant vous présenter l'équipe que moi je pilote au sein d'un centre de ressources qui a pour vocation d'être en appui cette fois-ci des chargés de mission. Donc ce sont soit des conseillers de proximité du réseau de chambres de métiers, mais ça peut être aussi des acteurs qui travaillent en collectivité ou dans les organisations professionnelles par branche de métier. Et donc vous voyez apparaître au-delà donc Mélissa qui est purement sur l'économie circulaire, Gauthier Delorme qui est référent technique énergie mobilité et Maïva Razata qui elle est plus sur les sujets liés à l'eau et la biodiversité. Donc l'objectif du centre de ressources, c'est de faire de la veille technique et réglementaire pour évidemment être en pointe sur les enjeux, sur les différents sujets que peuvent porter ces différentes thématiques, mais on produit donc des ressources qui sont à destination soit des entreprises, on appelle des fiches techniques, soit des conseillers qui peuvent correspondre à des notes précises ou des études. Donc l'étude fait partie des productions que l'on apporte pour définir un enjeu. L'objectif de nos études prospectives, c'est aussi, et vous le verrez, d'avoir une déclinaison opérationnelle l'année suivante pour mettre en place des actions auprès des professionnels ou des acteurs qui travaillent en lien avec l'artisanat. On assure également la formation et la montée en compétences des conseillers du fait de cette expertise de ces différents référents. Notre rôle est d'assurer pour les conseillers de proximité qu'ils aient un niveau d'expertise suffisant pour accompagner les entreprises. Donc voilà pour la partie introductive. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat au fur et à mesure. On les prendra à certains moments de la présentation et je vais redonner la parole à Mélissa pour la présentation des travaux de l'étude. Merci beaucoup Philippe. Je vais vous faire une rapide présentation du programme de ce jour. Donc aujourd'hui, on va parler plus globalement des fonds réparation, donc de leur cadre réglementaire et faire un rapide panorama, juste pour qu'on remette un petit peu tout le monde sur le même niveau d'information sur ces fonds. On parlera aussi de la place de l'artisanat, bien sûr, l'artisanat de la réparation au sein du secteur économique de la réparation, mais également dans les fonds. On abordera également les motivations et les freins à la labellisation des artisans, avec notamment des données issues d'une enquête que nous avons réalisée auprès de 80 entreprises. Et on conclura par l'apport de solutions face à ces freins et ces motivations, avec la description rapide de 3 scénarios qui permettent une meilleure intégration de l'artisanat dans les fonds de réparation, donc avec 2 scénarios à visée nationale et 1 scénario à l'échelle territoriale.
Et donc, comme l'a bien dit Philippe, exactement, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. On essaiera de prendre le temps d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Je vais laisser Julien vous présenter les grandes lignes de l'étude. Ça marche. Donc, pour le périmètre de l'étude, on a identifié 21 activités artisanales de la réparation, donc 21 codes NAFA, qui comprennent de la réparation et de la fabrication pour certaines activités. Dans la région Grand Est, ça représente un peu plus de 6000 entreprises, comprenant de la réparation d'ordinateurs, de téléphones, de meubles, de vélos, de retouches textiles ou encore de l'affûtage. L'étude présente et appuie sa réflexion sur deux types de données, des données régionales, avec des retours d'artisans du Grand Est ayant répondu à une enquête réalisée par la CMA Grand Est en début d'année 2024, et des données nationales partagées par des acteurs impliqués dans le sujet des fonds de réparation, comme les éco-organismes, l'ADEME ou encore l'association Halte Obsolescence Programmée, l'association HOP. Et donc la représentation et l'interprétation de ces données s'appuient donc sur des méthodes d'analyse statistique, voilà, qu'on vous présentera un peu plus tard. L'étude qu'on a réalisée se porte à destination principalement de quatre cibles, donc les éco-organismes et acteurs de la supervision des fonds de réparation, des OPCI pour la prévention sur la gestion des déchets, à des structures accompagnant les entreprises artisanales ou encore à des artisans de la réparation et leurs représentants. Et pour répondre déjà à je pense à une première question qui peut se poser, c'est les deux supports qui seront accessibles à la suite de cette présentation. Ça sera le rapport de l'étude et la synthèse de l'étude. Voilà. Et je repasse la parole à Mélissa. Oui, merci. Donc effectivement, voilà, deux livrables qui vous seront fournis. Alors le rapport sera disponible sur demande, mais en tout cas on vous enverra également la synthèse et le support de présentation du jour à tous les participants de ce webinaire. Donc comme je disais, on voulait juste refaire un petit cadrage réglementaire et de fonctionnement sur les fonds de réparation pour permettre à tous d'avoir le même niveau d'information. Alors je suis désolée si ça va être peut-être de la redite pour certaines personnes, on va essayer d'aller assez vite sur cette partie. Donc les fonds de réparation, ce sont des fonds qui visent à réduire le coût de la réparation pour augmenter son recours, avec la mise en place d'un bonus réparation. Et donc, ils ont été instaurés par les pouvoirs publics, avec notamment l'article 62 de la loi AGEC. Et cet article 62 a instauré la création de 6 fonds. Donc, il y a le fonds sur les équipements électriques et électroniques, le fonds sur les textiles, linge de maison et chaussures, le fonds sur les éléments d'ameublement, aujourd'hui centré sur les sièges et la laiterie, le fonds sur les articles de bricolage et de jardin, celui sur les articles de sport et loisirs, et enfin celui sur les jouets. Pour ce dernier fonds sur les jouets, il ne fait pas partie du périmètre de notre étude, qu'on ne l'abordera plus à partir de maintenant, pour une raison assez simple, c'est qu'il y a assez peu d'artisans qui sont spécialisés sur la réparation spécifique des jouets. On n'a pas de code NAFA, en tout cas spécifique sur la réparation de jouets, alors qu'on peut en avoir sur, par exemple, des réparateurs de vélos en code NAFA spécifique pour les articles de sport et de loisirs. Les montants que vous voyez ci-dessous, ce sont les enveloppes, le montant des enveloppes financières qui sont destinées à financer le bonus réparation par fonds réparation et sur 6 ans. Donc vous voyez, on est quand même sur des montants assez importants, donc on est quand même sur des dispositifs qui ont commencé, qui vont monter en puissance progressivement, qui vont avoir une certaine pérennité aussi dans le temps, et avec des montants importants. Et peut-être un rappel qui est important à préciser, c'est qu'il ne s'agit pas d'argent public dans ces fonds, c'est bien de l'argent privé collecté par les éco-organismes qui sont agréés sur les filières REP correspondantes et qui proviennent des éco-contributions, donc qui proviennent des metteurs sur le marché des produits concernés. Donc par exemple, les metteurs sur le marché d'ordinateurs collectent l'éco-contribution et une partie de ces éco-contributions sert donc à financer le bonus réparation. Donc pour repréciser bien les acteurs de ces fonds, on est bien sur les éco-organismes, donc qui sont agréés, je le disais, sur les filières REP correspondantes.
Donc, on va retrouver écologique et écosystème sur les fonds équipements électriques et électroniques ABJ et ASL. On va avoir également Refashion et Écomaison sur les fonds textiles et sur les fonds ameublement. Donc, l'ensemble de ces éco-organismes ont créé une identité visuelle et un label spécifique au fonds réparation pour permettre aux réparateurs de faire accéder au bonus réparation à leur clientèle. Donc, on connaît par exemple sans doute un peu plus le label Quali-Répar, qui a été le premier à être créé et le premier fonds à être ouvert au public, donc piloté par Écologique et Écosystème. Donc, c'est le fonds qui a été ouvert en décembre 2022 et actuellement, l'ensemble des fonds sont ouverts au grand public depuis cet été 2024. Quelques mots sur le fonctionnement du bonus réparation pour comprendre les interactions entre consommateurs, éco-organismes et réparateurs. Donc, l'éco-organisme, il labellise les réparateurs pour leur permettre de faire accéder au bonus réparation à leur clientèle. Et il communique, l'éco-organisme, sur le bonus réparation auprès du consommateur et il acculture aussi le consommateur à ce geste de la réparation. Donc, il fait aussi la promotion de la réparation de manière globale. Le consommateur, lui, va pouvoir identifier un réparateur labellisé grâce à l'éco-organisme qui met en place des cartographies. Et donc, il va faire appel à un réparateur labellisé. Et ce réparateur-là, il va déduire directement le montant du bonus réparation sur la facture du consommateur. Donc, il va avancer le bonus réparation et en demander ensuite le remboursement auprès de l'éco-organisme. On reviendra plus tard dans la présentation sur les modalités de labellisation notamment et de demande de remboursement. Mais voilà, c'était juste pour comprendre de manière un peu synthétique et schématique comment fonctionne le bonus réparation. Un dernier mot sur le fonctionnement des fonds réparation avant de rentrer dans le vif du sujet et notamment la place de l'artisanat. À savoir que les fonds réparation sont donc bien pilotés par les éco-organismes qui fixent librement leurs propres modalités de labellisation et de remboursement des bonus. Donc, ce ne sont pas des règles édictées par les pouvoirs publics, bien qu'il peut y avoir des recommandations. Ces éco-organismes pilotent aussi de manière indépendante leur campagne de communication. Donc, c'est-à-dire qu'il existe quasiment autant de campagnes de communication qu'il existe d'éco-organismes ou de catégories de produits éligibles. Et donc, on arrive à des situations qui sont assez disparates, tant sur la communication auprès des consommateurs sur le bonus réparation que sur les conditions d'accès au bonus réparation pour les réparateurs. On a des acteurs de la supervision, notamment la création d'un Conseil national de la réparation en septembre 2023, qui s'est réuni 3 ou 4 fois depuis sa création. Donc, c'est les éco-organismes qui vont présenter à différents acteurs l'état d'avancement du fonds réparation, la consommation de l'enveloppe, le nombre de labellisés notamment. Et donc, des représentants des réparateurs sont aussi présents dans ce conseil. Il y a un observatoire uniquement pour le fonds équipement électrique et électronique qui est piloté de manière indépendante par une association de consommateurs, la CLCV, donc qui, elle, va aussi fournir des données un peu plus spécifiques sur les produits qui sont les plus réparés, à quel montant, la moyenne du bonus notamment. Et les pouvoirs publics peuvent aussi imposer des évolutions aux éco-organismes, comme ça a été le cas en 2023, avec des changements qui ont pris effet au 1er janvier 2024 sur le label Quali-Répar, donc sur le fonds équipement électrique et électronique, où les pouvoirs publics ont demandé une simplification de l'accès à ce label pour les petites entreprises par une réduction du coût et une accélération de la montée en puissance du fonds, notamment en élargissant la liste des équipements éligibles. Donc, ces instances, elles formulent des avis et des recommandations, bien que le pilotage dépende donc des éco-organismes. Donc voilà pour le cadrage de ce que sont les fonds réparation. Et je laisse Julien reprendre la partie sur l'artisanat. Oui, sauf s'il y a déjà des questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans la section questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Donc, à présent, tac. Je vais vous faire un rapide état des lieux de la place de l'artisanat dans les fonds de réparation en France et dans la région Grand Est. Donc, dans un premier lieu, sur les données nationales,
En comptant les différentes branches de la réparation, l'ADEME compte en 2022 plus de 54 000 entreprises de la réparation. Si on met de côté tout ce qui est réparation automobile, bijouterie, etc., de l'ESS. Et dans cette donnée, par contre, l'ADEME ne précise pas la part occupée par l'artisanat. Toutefois, elle fournit un détail par secteur. Et donc, c'est ce que vous avez de présenté à côté. Et donc, où 80% des réparateurs de vélos sont des artisans, ou encore même 90% des réparateurs d'articles de bricolage de jardin sont des artisans, etc. Avec un effectif numérique conséquent et un maillage territorial qui s'étend et qui est assez complet sur tout le territoire national, l'artisanat occupe donc une place importante dans la réparation et constitue donc une cible clé pour les fonds de réparation. Donc au sein des fonds de réparation, les données publiques sur le nombre de labellisés et même leurs profils sont assez rares. Pour les quelques éléments qui sont rendus publics, nous savons que les enseignes de grande distribution sont majoritairement représentées dans 4 des 5 fonds réparation. Par exemple, pour le secteur du jardinage et du bricolage, il y a 2 labellisés sur 3 qui sont des enseignes de la grande distribution. Voilà, pour une donnée qui est relevée en septembre 2024. Et pour Caeli Répar, c'est 36% des sites labellisés qui sont issus des enseignes de distribution comme SAV Leclerc, Boulanger ou Wifix. Et c'est la même dynamique qu'on observe pour le secteur textile. Donc finalement, on a peu d'artisans qui accèdent à la labellisation au fonds de réparation. Et pour les données régionales, donc avec les données de la CMA Grand Est, le secteur d'activité de la réparation le plus représenté dans l'artisanat est celui de l'ameublement, qui est suivi à 300 entreprises près du secteur de réparation des équipements électriques et électroniques, et enfin du secteur textile, suivi derrière par les articles de sport et enfin de bricolage. À partir de ces données, de ces codes NAFA du périmètre de l'étude, vous avez juste à droite du coup un top 4 des codes NAFA qui reviennent le plus souvent qui sont le plus représentés dans la région Grand Est, avec en premier la réparation des ordinateurs, ensuite tout ce qui est atelier de retouche et etc. les métiers les réparations de matériaux agricoles. Ces données sont à lire avec un peu de recul, car une entreprise ici est identifiée par son seul code NAFA qui définit son activité principale. Mais il est possible qu'un artisan, par exemple un réparateur de cycle, donc affilié aux articles de sport et de loisirs, puisse également proposer la réparation de vélos à assistance électrique, par exemple. En tout cas, ces données nous permettent d'illustrer une dynamique régionale sur le plan de la réparation artisanale. Nous allons à présent du coup aborder les motivations et les freins à la labellisation au fonds de réparation pour les artisans, en revenant donc sur les retours obtenus sur l'enquête réalisée par la CMA Grand Est. Dans un premier temps, on observe le profil des répondants. En grande majorité, on voit que ce sont des artisans de la réparation d'équipements électriques et électroniques, donc ordinateurs, téléphones, électroménagers, etc. Suivi pour 21 des cas, 21 des répondants d'artisans de la réparation textile, et suivi de l'ameublement et ensuite articles de sport, loisirs et bricolage. Dans ce groupe de 77 répondants, il n'y en a aucun qui a plus de 5 salariés, et près même de 80% sont des entrepreneurs sans salariés. Et enfin, sur leur position par rapport au fonds de réparation, donc sur ce groupe de 77 répondants à l'enquête, il y a 7 entreprises, 7 artisans qui sont labellisés, 58 qui ne sont pas labellisés mais qui ont entendu parler du dispositif, et 13 qui ne sont pas labellisés et n'ont même jamais entendu parler du fonds réparation. Donc ensuite, l'enquête s'est attelée à définir les facteurs qui ont influencé
c'est 77 artisans dans leur position par rapport à la labellisation. Donc à partir de leurs réponses et donc avec l'utilisation d'outils d'analyse statistique, ça a permis de définir les facteurs les plus significatifs qu'on a pu mettre en lumière et que du coup on va vous présenter dans un premier temps. Donc ici vous avez un diagramme qui présente la répartition en temps consacré à la réparation dans l'activité. Par exemple, ici, vous avez les entreprises qui sont représentées où la réparation occupe entre 0 et 20% de la réparation de leur temps d'activité total. Et donc, globalement, sur ce graphique, on voit que les entreprises ont majoritairement entendu parler des fonds réparation, même lorsque la réparation n'occupe pas une place importante dans leur activité. Si on se concentre un petit peu plus, donc, on voit également que il n'y a pas de relation entre le temps dédié à la réparation et à la connaissance des fonds. Et si on se concentre un peu plus sur les extrêmes de ce diagramme, comme ceci, on voit que pour le secteur de la réparation des appareils électroniques et électriques, l'ensemble des entreprises connaissent les fonds globalement. Les artisans ont tendance à être informés sur les fonds indépendamment du temps dédié à la réparation. Par contre, pour le secteur du textile, de la réparation textile, il y a 60% des entreprises qui ne connaissent pas le dispositif des fonds réparation, donc dans l'intervalle où cette réparation occupe entre 0 et 20%. Et en tendant vers l'intervalle 80 et 100%, moins d'entreprises de la filière sont représentées, mais elles connaissent toutes les fonds. Pour le secteur de l'ameublement, malgré des temps de réparation qui peuvent atteindre jusqu'à 100% du coup de leur activité, on voit qu'il y en a qui connaissent pas du tout finalement le dispositif des fonds de réparation. Voilà. Pour ce second facteur, ici vous voyez une représentation mettant en parallèle donc le carnet de commandes d'une entreprise et sa connaissance sur les fonds de réparation et sa labellisation. Donc il y a 38% des répondants qui déclarent manquer de clientèle, ce qui traduit un éventuel manque de visibilité ou d'attractivité. Et c'est seulement donc pour le secteur des 3E. On a 41% des répondants qui font plus de 100 réparations par an et qui connaissent les fonds réparation. Il y a deux répondants sur 3 qui ne connaissent pas les fonds réparation et font moins de 50 réparations par an. Et enfin, 5% des répondants ont une activité pleine et connaissent les fonds, mais ne sont pas labellisés. Et sur un plan ici sur la représentation de l'évolution récente du chiffre d'affaires de l'entreprise et son choix de se labelliser ou non, on voit qu'il y a une corrélation et qui peut supposer que du coup la labellisation amène une hausse du chiffre d'affaires. Et ce qui se rapproche également d'une analyse qu'a réalisée du coup l'association HOP, donc que 40% qui a identifié que 40% des entreprises labellisées font ce même constat, donc de la hausse du chiffre d'affaires avec la labellisation. Et du coup, je te relaisse la main, Mélissa, pour la suite. Oui, merci. On va maintenant parler des motivations plus dans le détail et surtout des freins. On expliquera pourquoi on peut affirmer qu'il y a vraiment des freins à la labellisation pour les petites entreprises et quels sont-ils. Et puis, je vois qu'il y a aussi quelques questions. Ce que je vous propose, c'est que j'aborde les freins et avant la dernière partie sur les scénarios, on prendra quelques questions. Donc, sur les motivations, donc dans notre enquête, on a pu interroger à la fois les labellisés, mais les non labellisés, sur leur principale motivation à rentrer dans des fonds réparation.
Donc, 3 critères sont ressortis. Le premier, c'est l'accroissement de la visibilité de leur entreprise. Donc, ce sont souvent des petites entreprises, Julien l'a dit, des majorité de micro-entreprises, en tout cas dans nos répondants, donc qui n'ont pas forcément les moyens de développer des stratégies de communication, de présence sur Internet, etc. Donc, ils souffrent parfois de visibilité. Une volonté également de se démarquer de la concurrence pour 24% des répondants, et une volonté de développer leur activité, donc accroître aussi leur chiffre d'affaires. Et lorsqu'on met en parallèle ces motivations-là de ces entreprises, on voit qu'elles corrèlent naturellement avec les avantages qui sont générés par une labellisation en fonds réparation. Par exemple, le fait, la visibilité est accrue par le référencement sur une cartographie des éco-organismes. Donc ça, c'est systématique. Dès qu'on est labellisé, on est référencé sur une cartographie. Le fait de vouloir se démarquer de la concurrence, eh bien, le bonus réparation permet aux labellisés de proposer une réduction sur la facture auprès de leurs clients, donc qui est quand même un avantage significatif par rapport à d'autres qui ne le mettraient pas en place. Et également, donc sur l'aspect développement de leur activité, Julien l'a bien évoqué, on observe une augmentation du chiffre d'affaires. Malgré ces constats-là et malgré ces corrélations-là, notre échantillon, en tout cas, plus de la moitié a répondu qu'il ne souhaitait pas être labellisé. Et lorsqu'on met ce chiffre en corrélation également avec les données au niveau national sur la place que représente l'artisanat dans le secteur global de la réparation et la place finalement qu'elle représente dans les fonds réparation, on peut facilement affirmer qu'il y a des freins aujourd'hui à la labellisation des petites entreprises, qu'il y a des raisons pour lesquelles elles ne rentrent pas massivement dans les fonds réparation. Donc on va maintenant aborder ces freins-là. Et avant de revenir plus en détail des freins, on va compléter notre compréhension du fonctionnement des fonds réparation avec 2 aspects, le processus de labellisation et les procédures de remboursement, donc qui sont importantes pour la suite de ce qu'on va dire. Donc au niveau du processus et des coûts de labellisation, donc on voit qu'il y a 2 types de stratégies par les éco-organismes. On a d'abord des éco-organismes comme Écologique Écosystème qui vont pratiquer un système de labellisation avec la réalisation d'un audit, donc aussi le fait de se conformer avec un référentiel d'audit, avec un processus qui peut être assez long et assez complexe et qui entraîne des coûts puisque ces audits sont réalisés par des organismes certificateurs indépendants. Donc on a un label, donc ça ce sont des coûts de labellisation pour un cycle de 3 ans. Donc ça reste des coûts assez, qui ne sont pas non plus exorbitants, mais qui peuvent être quand même importants pour des très petites entreprises. Et on a d'autres types d'éco-organismes, donc Ecomaison et Refashion, qui eux ont fait le choix de ne pas proposer d'audit et de rendre également la labellisation gratuite pour tous. Donc il y a du côté de ces éco-organismes-là la volonté de simplifier un petit peu les démarches, notamment pour faciliter la labellisation des petites entreprises, contrairement aux autres fonds réparation où le processus il est jugé, on verra les résultats, il est jugé comme long, exigeant et complexe. Donc, voilà pour le fonctionnement déjà des processus. Donc on voit bien qu'il y a des systèmes de labellisation qui sont vraiment différents en fonction des éco-organismes. Ensuite, on a le système de remboursement des bonus. Donc, comme je le disais au début du webinaire, c'est le réparateur qui avance le bonus réparation, qui fait une avance de trésorerie et qui demande ensuite le remboursement. Là, on a pris les 2 extrêmes, entre guillemets, en tout cas l'éco-organisme le plus exigeant et celui qui l'est un petit peu moins sur la procédure de demande de remboursement. Et notamment, on voit qu'il y a un certain nombre de pièces justificatives à fournir à chaque réparation. Donc ça, c'est à chaque fois qu'un réparateur applique le bonus, il faut, pour obtenir le remboursement, fournir ces informations-là. Donc on voit qu'avec Écosystème, mais ce serait la même chose pour Écologique, sur le fonds équipement électrique et électronique. Il y a juste une personne, Julien, qui te demande. Voilà. Merci. Sur le fonds équipement électrique et électronique, c'est là où il y a le plus de documents qui sont demandés aux artisans qui sont dans ce fonds-là, enfin aux entreprises de manière globale, avec notamment 11 catégories d'informations. Donc, fournir la facture, mais également le numéro de série de l'appareil. Alors, on comprend qu'il faille fournir des pièces justificatives. On ne peut pas non plus déduire comme ça des fonds qui sont réservés pour des bonus réparation de manière un peu opaque. Mais peut-être la liste des
des pièces justificatives est un peu longue et d'ailleurs elle prend entre 15 et 20 minutes. Donc ce ne sont pas les données estimées par les éco-organismes. Eux estiment plutôt entre 5 minutes et 10 minutes, mais les retours d'expérience de nos artisans montrent plutôt entre 15 et 20 minutes par réparation. On a également un système dans le fonds équipement électrique et électronique, donc c'est le premier point, c'est la vérification si le produit est pris en charge par écosystème ou écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont 2 plateformes de remboursement et en fonction de la marque du produit réparé, l'artisan, le réparateur, doit vérifier au préalable de quel éco-organisme relève la marque qu'il a réparée. Il y a un système d'aiguillage proposé par écosystème écologique, mais c'est à l'artisan de faire cette démarche-là. Parce qu'il y a certaines marques qui adhèrent à écologique, certaines marques qui adhèrent à écosystème. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est bien que le réparateur doit saisir ces informations à chaque réparation, parfois pour des montants très faibles. Par exemple, le bonus réparation pour l'affûtage des outils est de 2 €. Et il faut fournir le type de produit, la nature de réparation, une photo, la facture, etc. Il y a une obligation systématique de fournir une facture. On verra aussi en quoi c'est une problématique. Ça représente une charge administrative supplémentaire qui se fait au détriment de la rentabilité pour les micro-entreprises, puisque les acteurs de la grande distribution peuvent automatiser ces procédures-là avec des systèmes d'API, ou en tout cas, peut-être pas à 100%, mais en grande partie, ou dédiés à la main-d'œuvre. Pour les petites entreprises, la rentabilité repose sur le nombre de réparations réalisées à la semaine, à l'année, etc. Si la charge administrative augmente, ça met en péril aussi la rentabilité. Donc voilà, maintenant qu'on a posé le constat des fonctionnements des processus de labellisation et de remboursement, on va pouvoir rentrer dans les freins qu'on a pu identifier. Donc les premiers freins, ce sont des freins administratifs et organisationnels. Tout d'abord parce qu'il y a une complexité du processus de labellisation. On n'a pas évoqué le nombre de documents demandés, mais ça dépend des éco-organismes, mais ça peut être assez long. Et la complexité des demandes de remboursement. Donc ce qui représente donc une charge administrative supplémentaire qui rentre directement en concurrence avec le temps dédié à la réparation. On avait d'ailleurs interrogé les 7 labellisés et donc 6 sur 7 ont jugé que le processus de labellisation était complexe et long. Et l'artisan qui l'a jugé comme facile a été labellisé par Refashion. Donc pour rappel, avec des démarches un peu plus simplifiées. Et globalement, l'ensemble de l'échantillon, le temps qu'il est prêt à passer à remplir un dossier de labellisation, il oscille plutôt sur des données inférieures à 20 minutes. Donc on a nos freins administratifs, des freins organisationnels, tout d'abord puisqu'il y a une modification des pratiques de travail dans l'artisanat, avec une augmentation de ce temps lié à l'administratif, et la nécessité aussi d'établir des factures avec une présentation bien spécifique. Or, les artisans de la réparation, dans certains secteurs d'activité, notamment sur des petites réparations qui sont inférieures à 25 €, il n'y a pas d'obligation d'effectuer une facture. Donc, ils sont, pour certains, ne pas du tout habitués à facturer. Et certains éco-organismes exigent des factures numériques. Donc, il faut que ça passe par un logiciel. Donc, soit il faut avoir un logiciel déjà d'une part, soit il faut avoir un logiciel qui est paramétrable parce qu'il y a une présentation de la facture avec le bonus réparation qui vient en déduction du montant total TTC qui peut être pas forcément adapté pour certains logiciels. Deuxième salve de freins, ça peut être parfois des contraintes financières pour le coût de la labellisation, pour les bonus Quali Répar et bonus Répar, donc équipements électriques, électroniques, certains équipements, articles de bricolage et de jardin et les articles de sport et de loisirs. Et également le fait d'avancer de la trésorerie pour les remboursements de bonus, même si légalement ce remboursement doit intervenir dans les 15 jours après la réalisation de la demande. Il y a également une méconnaissance du bonus. Pour 17% des répondants qui ne connaissaient pas le bonus, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les artisans ne peuvent ne pas accéder à la labellisation, et ou en tout cas des modalités des labels, c'est-à-dire ou du bonus réparation, certains artisans qui ont entendu parler des fonds réparation mais qui ne savent pas que les produits qu'ils réparent sont éligibles. Dernière catégorie de freins. Il peut y avoir aussi, on a observé que l'offre des bonus réparation telle qu'elle est construite actuellement, et de toute façon, elle ne peut pas changer, mais elle peut être inadaptée puisque les produits qui sont éligibles au bonus dépendent des produits qui sont couverts par une REP, par une filière de responsabilité élargie du producteur. Ce qui signifie que ce ne sont pas forcément des produits qui sont demandés par les consommateurs.
je vais donner 2 exemples très concrets. Le premier, c'est sur l'affûtage des outils. Aujourd'hui, le bonus réparation, il est éligible uniquement pour les articles de bricolage et de jardin, donc les outils de coupe, de cisaille du jardin. Alors qu'en fait, dans la réalité, l'affûtage des couteaux de cuisine représente la majorité de l'activité des affûteurs. Donc, il peut être aussi y avoir une raison pour laquelle les affûteurs s'éloignent de ce fonds réparation. Également, un autre exemple sur le fonds ameublement. Les réparateurs de meubles issus de l'artisanat sont spécialisés pour beaucoup dans la restauration de mobilier ancien, voire même ce sont des métiers d'art. Et la remise au goût du jour n'est pas éligible au fonds réparation parce qu'on estime que c'est une remise en beauté d'un meuble, bien que si ce meuble n'avait pas été remis au goût du jour, il aurait sûrement fini à la déchetterie. Mais ça n'est pas considéré comme de la réparation, mais comme de la restauration. Et enfin, dernier frein, c'est l'absence de besoins perçus peut-être par certains artisans, puisque 65% de nos répondants ont répondu à avoir un carnet de commandes qui était équilibré, voire trop plein. Donc, il peut y avoir une volonté de ne pas rentrer dans un fonds pour pas accroître la demande de la clientèle qui ne saurait de toute façon absorber. Alors, avant de rentrer dans les scénarios, on va essayer de prendre quelques questions. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Je vais essayer d'en regrouper. Dans un premier temps, est-ce que il est prévu une simplification de la part des éco-organismes ou d'acteurs autres, une simplification des démarches d'inscription au fonds de réparation ou de fluidifier du coup le... Alors, pas à ma connaissance, je ne pense pas que ce soit prévu. Il y a déjà eu un travail de simplification réalisé sur le label Quali-Répare, où initialement, il y avait un audit sur site. Donc, l'artisan devait se libérer aussi du temps pour réaliser l'audit avec un référentiel un peu plus complexe. Donc là, il y a une simplification avec l'audit sur site a été remplacé par un audit documentaire. Donc, il peut se faire en visio ou tout simplement fournir des documents. Mais c'est la seule simplification qui a été proposée et qui a été imposée par les pouvoirs publics suite aux remontées de différents acteurs comme les chambres de métiers d'artisanat, les représentants des artisans de la réparation, notamment la fédération Fédélec et des associations comme HOP. Mais pour le moment, il n'y a pas de simplifications supplémentaires qui sont prévues. Et dans les scénarios qu'on vous propose, évidemment, il y a un scénario qui concerne la simplification et les solutions pour y arriver. Il y avait une question qui demandait s'il y a des actions, donc plutôt de communication, qui sont en place ou qui sont prévues par des éco-organismes ou d'autres acteurs pour rendre visible du coup la réparation chez les artisans. Alors, excuse-moi, Julien, j'ai pas. Pardon. Est-ce que tu peux me répéter la question? Quelles sont les actions mises en place pour rendre visibles les artisans de la réparation? Est-ce qu'il y a des éléments de communication, des campagnes de communication qui sont prévues pour promouvoir Pour promouvoir les artisans ou pour promouvoir les réparateurs de manière globale? Pour pouvoir promouvoir les artisans, il n'y a pas de, comme on peut pas faire le distinguo sur les cartographies mises en place par les éco-organismes entre si un acteur relève de la grande distribution ou de l'artisanat, on peut pas vraiment savoir en fait quels sont, à moins de faire vraiment toute la cartographie, des étudier un par un et d'identifier quels sont ceux de l'artisanat ou pas. Ce qu'on a essayé de faire, mais qui était très chronophage, donc on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais non, il n'y a pas d'action pour mettre en avant véritablement les artisans, parce qu'on ne peut pas vraiment les identifier. Alors, il y a des questions sur la position que peut adopter la CMA Grand Est dessus. Sur ce sujet, je pense que ça, c'est des questions qui peuvent peut-être être répondues en parallèle, enfin, après le webinaire, peut-être, si je me trompe pas.
Il y a pas mal de questions. Je vais t'aider si tu veux. Cette traduction sur la facture est-elle obligatoire si labellisation ou se fait sur demande de client? C'est obligatoire, effectivement, si labellisation. Si l'artisan est labellisé, dans son contrat d'engagement, il doit s'engager à appliquer le bonus réparation. Même si le client ne le demande pas, il doit en faire la promotion. Je lis honteux de voir que la labellisation est coûteuse pour les artisans. La CMA pourrait-elle prendre en charge ces coûts? Malheureusement, pour nous, c'est pas possible de prendre en charge ces coûts. Par contre, on peut militer pour rendre la labellisation gratuite pour les artisans, ou en tout cas mettre en place des systèmes de pont entre le label réparateur, par exemple, et les labels des éco-organismes, mais ça, j'y reviendrai dans les scénarios. Qu'est-ce que l'API? Alors, je ne saurais pas vous dire l'acronyme, mais c'est le fait de pouvoir relier deux systèmes informatiques, deux systèmes d'information, le système d'information de la grande distribution, par exemple, et le système d'information de la demande de remboursement de l'éco-organisme, et pouvoir automatiser en fait certaines choses. Je suis pas une experte du numérique, donc, mais globalement, c'est ça. Est-ce que c'est l'éco-organisme qui fait le distinguo entre restauration et réparation? Y a-t-il un moyen de faire évoluer ce point? Alors, il faudrait retrouver le terme exact dans le code de l'environnement. J'avais mis les articles, mais effectivement, l'éco-organisme s'est appuyé sur ce qui était indiqué dans le code de l'environnement, sur l'application des réglementaires des fonds réparation, où il est précisé notamment que c'est de la remise en état, réparation structurelle. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui fait penser que du coup, on pourrait évincer un petit peu la restauration. Je reviendrai peut-être à la fin, si on a le temps, sur les articles du Code de l'environnement pour vous les indiquer. Pour un réparateur de matériel agricole, quel serait le label associé? Alors, c'est compliqué. Si c'est du thermique, c'est bonus répar thermique par écologique. Si c'est du électrique, c'est Quali Répar avec le fonds équipement électrique et électronique. Et si c'est de l'affûtage d'outils, c'est toujours le fonds articles de bricolage et de jardin, mais cette fois-ci par éco-maison. Alors, est-ce que l'adhésion au label de réparation est prévue comme action dans les éco-défis? Écoutez, on est en train de faire évoluer la liste des éco-défis actuellement. Et effectivement, on a rajouté un défi sur ça exactement. Si l'application de bonus réparation est obligatoire, y a-t-il des contrôles que les prix ne soient pas gonflés en incluant voilà. Effectivement, le risque, c'est pour le système de la réparation, c'est de voir augmenter globalement le coût des prestations. Les éco-organismes font signer des chartes auprès des labellisés qui les engagent à ne pas augmenter les coûts de la réparation sur une année, par exemple, pour le fonds équipement électrique et électronique, hors prise en compte de l'inflation. Et donc, il peut y avoir des contrôles, effectivement. C'est d'abord un engagement moral avec la signature d'une charte d'engagement et du contrôle aléatoire. Je vais continuer. Julien, si j'ai des questions que j'ai oubliées, est-ce que tu pourras les... Ouais, les noter pour la fin. Ouais, merci beaucoup. Donc, pour la dernière partie de ce webinaire, sur la mise en place par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, quelles seraient les solutions pour favoriser l'intégration de l'artisanat dans les fonds réparation. Donc, on a défini 3 scénarios. Donc, 2 scénarios à impact national et un scénario à impact plutôt local, territorial, sachant que plus l'impact est national et plus moins on a de maîtrise sur sa mise en œuvre, et donc ça réduit un peu la probabilité qu'il se mette en œuvre, et que plus le scénario est local et plus il a peut-être de chances de se réaliser. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans le détail du scénario 1 et 3. Et scénario 2, on n'aura malheureusement pas le temps. Donc je vais juste le décrire rapidement. Donc un premier scénario sur la simplification pour les petites entreprises et la coordination entre les éco-organismes.
Le scénario 2, ce serait de la collaboration entre le réseau des chambres de métiers et d'artisanat et les éco-organismes, à la fois dans l'établissement de conventions nationales avec CMA France, tête de réseau des CMA, pour mettre en place des ponts entre le label Réparacteur et les labels des éco-organismes. Je fais une petite parenthèse, mais bien sûr que les CMA ont essayé de positionner le label Réparacteur dès la création des fonds, mais ça n'a pas été entendu par les éco-organismes. Donc aujourd'hui, on peut proposer des conventions pour rétablir ces ponts. Il en existe une de manière officielle aujourd'hui avec Éco-Maison, peut-être une en cours avec Refashion également. Mais avec écologique et écosystème, ça sera plus compliqué parce que le processus de labellisation nécessite un audit et est payant. Mais avec également, donc aujourd'hui on en a une de convention et on souhaiterait aller, le scénario propose d'aller encore plus loin, et aussi avec des déclinaisons régionales de ces conventions, avec peut-être un soutien financier de la part des éco-organismes auprès des chambres de métiers d'artisanat pour leur permettre aux chambres d'animer et de sensibiliser, d'accompagner les artisans dans la mise en œuvre de la labellisation, dans leur accès aux fonds de réparation. Et donc un troisième scénario, donc à l'échelle territoriale, donc avec une démarche d'animation sur la prévention des déchets. Donc dans l'étude, à chaque scénario, il y a une synthèse descriptive, une approche technique et partenariale, et les limites et les impacts de ces scénarios. Donc le premier scénario, donc c'est celui sur lequel on estime qu'il y aurait le plus d'impact pour mobiliser l'artisanat. Mais c'est aussi celui sur lequel on a le moins de maîtrise et qui serait le plus complexe à mettre en place. Donc on est sur un scénario de simplification et de coordination entre les éco-organismes, avec deux axes. Un axe de faciliter l'accès aux fonds de réparation pour les entreprises, donc avec la simplification, et un axe de créer une identité unique du bonus réparation pour améliorer la notoriété des bonus auprès du grand public. Donc sur le premier axe pour les petites entreprises et sur la simplification, on a proposé des recommandations à partir des constats qu'on avait effectués sur le terrain et de l'analyse des fonds de réparation. Donc le premier, ce serait de rendre les labels gratuits et de supprimer les audits, de réduire également le nombre de documents demandés pour la labellisation et les remboursements. On comprend qu'il faille fournir des preuves, il est logique qu'il faille fournir des preuves, notamment d'existence administrative, de preuves de compétences aussi pour la labellisation, pour aller chercher aussi une démarche qualité, et aussi donc pour les remboursements, mais peut-être optimiser ces documents-là et essayer de les réduire au maximum. Le fait de créer un label unique pour l'ensemble des fonds, aujourd'hui c'est un constat qu'on fait avec certains métiers qui doivent, s'ils veulent rendre tous leurs produits éligibles au fonds réparation, accéder à deux labels. Par exemple, si on prend les cellières Nasher, qui sont spécialisés dans la réparation notamment des équipements pour les chevaux, ils vont devoir accéder au fonds bonus répare articles de sport et de loisirs avec écologique qui est payant, et s'ils font également de la réparation de sièges, il faudra qu'ils accèdent, ils demandent de la labellisation Éco-Maison qui est gratuite sur le fonds ameublement. Et l'idée était aussi de créer une mutualisation des plateformes de remboursement. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont demandé globalement à Écosystème et Écologique de créer une plateforme mutualisée pour leur remboursement, pour éviter que les entreprises, les réparateurs doivent aller chercher sur quel produit il faut aller demander le remboursement en fonction de la marque. C'était une obligation au 1er juillet 2024. Aujourd'hui, cette plateforme n'existe pas. Il y a des difficultés techniques pour la mettre en œuvre. On n'a pas de visibilité pour le moment sur à quel moment elle arrivera. Et au-delà de cette plateforme entre écologique et écosystème pour le fonds équipement électrique et électronique, l'idée serait aussi de mutualiser une plateforme pour également l'ensemble des fonds textiles et ameublement y compris. Et enfin, deuxième axe, aujourd'hui, il existe donc autant de campagnes de communication qu'il existe de bonus réparation. Ça peut créer de la confusion auprès du grand public. Donc l'idée serait de créer une identité unique avec un site commun, le bonus réparation, qui recenserait l'ensemble des produits éligibles, des montants associés, et avec une mutualisation d'une unique cartographie qui recenserait l'ensemble des réparateurs labellisés sur l'ensemble des produits éligibles au bonus, et donc aussi de réaliser des campagnes de communication communes. Si on reprend l'exemple de
articles de bricolage et de jardin thermique. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il y aurait une campagne sur les tondeuses thermiques réalisée par Écologique, une campagne sur les tondeuses électriques réalisée par Cani Répare et une campagne sur l'affûtage des outils réalisée par Écomaison. Et l'idée, ce serait de moins axer la communication sur les éco-organismes, mais plutôt sur le bonus réparation et l'acte de réparation, donc de créer une campagne commune sur les articles de bricolage et de jardin, qu'ils soient électriques, thermiques ou de l'affûtage, mais voilà, au début de l'été, par exemple, avant que tout le monde se réintéresse à l'entretien de son jardin. Alors, je rentre dans le détail du deuxième scénario pour conclure, du troisième scénario. Donc, ce serait une démarche d'animation territoriale en partenariat avec les EPCI. Donc, on est vraiment sur un impact local à l'échelle d'une communauté de communes, par exemple. On pourrait imaginer une convention de partenariat entre une collectivité et un acteur du développement économique. L'acteur du développement économique s'occuperait de développer l'offre de la réparation sur le territoire et la collectivité locale de stimuler la demande sur son territoire. Donc, au niveau du développement de l'offre de réparation, eh bien, ça passerait par une identification et un ciblage des entreprises dans un premier temps, des campagnes de sensibilisation présentielles, notamment des ateliers auprès des entreprises pour leur faire connaître les fonds, leur faire connaître l'existence du bonus et son fonctionnement, et proposer un accompagnement administratif et technique à la labellisation de manière plutôt massive, on va dire, pour l'ensemble des réparateurs qui seraient concernés par des fonds sur un territoire. Et d'un autre côté, la collectivité locale disposerait du coup d'un réseau de labellisés assez dense sur son territoire grâce au travail de développement de l'offre réalisé par l'acteur de développement économique, et donc ça constituerait une base assez solide pour réaliser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public pour mettre en avant l'existence du bonus et le fait que l'offre est plutôt pourvue sur le territoire de la collectivité. Et ça rentrerait aussi dans des politiques publiques concernant la prévention des déchets ménagers ou encore politiques publiques économiques sur la création et le maintien d'emplois non délocalisables. Donc voilà les scénarios qu'on a pu ressortir, sachant que voilà, sur certains, nous n'avons pas forcément la maîtrise. Il faut aussi un appui politique qui a déjà été fait à la création des fonds réparation, qui n'a pas forcément trouvé écho parfois auprès des éco-organismes. Dernière, juste pour conclure, au niveau de la CMA Grand Est, on a aujourd'hui des outils pour accompagner les entreprises. On ne peut pas simplifier comme ça les procédures de remboursement, mais on a aujourd'hui des outils qui permettent aux entreprises de bénéficier d'un diagnostic pour analyser leurs pratiques et également des accompagnements pour les accompagner sur l'identification des fonds réparation associés à leur activité et décortiquer ensemble le processus de labellisation et les aider à y accéder. Donc voilà pour les solutions, les scénarios, et il reste 6 minutes. Donc on peut prendre quelques questions s'il y en a encore. Il y avait juste je crois une question avant, je crois que tu n'y avais pas répondu, il me semble. C'est est-ce que l'adhésion au label de réparation est prévue comme action comme dans les éco-défis? Je ne sais plus si c'est la même question, mais je crois que j'avais déjà répondu à une question sur les éco-défis, en disant qu'on est en train de refondre la liste actuellement des éco-défis et que ça fait partie des nouveaux défis. Du coup, là, on a une autre question, c'est pour l'ameublement, la remise au goût du jour pourra-t-elle être intégrée au label Écomaison par la suite? Et est-ce que la CMA peut pousser dans ce sens, militer? Alors, Écomaison avait l'air plutôt tranché sur le fait que la restauration ne pourra pas être éligible, la remise au goût du jour. Par contre, s'il y a des opérations dans une opération, par exemple une facture qui détaille une remise au goût du jour avec un changement de tissu pour être plus esthétique, mais que derrière il y a aussi un rempaillage, enfin un travail au niveau du rembourrage de l'assise, ça c'est éligible au fonds réparation. S'il y a un travail sur la structure de la chaise qui est cassée, ça c'est éligible au fonds réparation. Donc si c'est une opération globale restauration / réparation,
l'artisan pourra appliquer quand même le bonus réparation, mais sur les parties éligibles. Mais si c'est juste changer entre guillemets le tissu, même si on est d'accord que derrière il y a tout un travail, un savoir-faire et que comme je disais, ça relève aussi parfois des métiers d'art. Ça, ce ne sera pas éligible et je pense pas que Ecomaison ça fasse partie, en tout cas, de sa vision de la réparation. Voilà, on a déjà abordé ce sujet-là avec Ecomaison. Il y a la question de est-ce que les professionnels sont éligibles ou seulement les particuliers? Bonus réparation, non, c'est que les particuliers, que les ménages. Alors, pour bien comprendre ce que vous entendez par acteur du développement économique, il peut s'agir de pôle entrepreneuriat du pays terre de Lorraine ou de l'Europe, par exemple, ou autre. Oui, on a volontairement élargi à acteurs du développement économique de manière globale. Effectivement, les acteurs que vous avez cités sont des acteurs du développement économique. Les chambres de métiers aussi sont des acteurs du développement économique. Il y avait une question, je ne sais pas si on avait répondu, sur le sujet de l'outil cartographique mutualisé. Il en existe un agrégeant les réparateurs. Longue vie aux objets, oui, de l'ADEME. Cependant, les artisans ayant mal renseigné leur code NAF n'y apparaissent pas, mais ils ont la main, peuvent s'inscrire via cet outil et se rendre plus visibles. Oui, merci de le rappeler, l'existence de ce site. Effectivement, ça repose aussi sur l'identification de l'entreprise au niveau de son code NAF. Donc, on a aujourd'hui parfois des entreprises qui sont inscrites à l'origine sur un code NAFA qui aujourd'hui ne correspond plus à l'activité qu'ils réalisent. Donc, mais effectivement, c'est basé sur le référencement du code NAF. Alors, pourquoi est-ce que seulement les ménages peuvent profiter du bonus? Les pros ne payent-ils pas les contributions à l'achat? Je me permets de prendre 2 secondes pour réfléchir parce que des fois, selon les reps, en fait, ça dépend. Mais si on prend par exemple, je cherche un produit qui serait aussi consommé par des professionnels, des ordinateurs. Est-ce que le professionnel qui achète un ordinateur paye l'éco-contribution? Eh bien, figurez-vous que j'ai un doute. Je sais que dans la REP bâtiment, par exemple, les professionnels payent l'éco-contribution également, mais il me semble qu'il y a certaines REP où c'est uniquement les particuliers. Mais je pense quand même qu'ils la payent parce que les professionnels ont accès à des systèmes de gestion des déchets de manière gratuite dans le cadre de la REP, donc ça veut dire qu'ils sont aussi qui payent aussi l'éco-contribution. Bon, c'est vrai que effectivement, là, le bonus réparation se concentre uniquement sur les ménagers. Et Lucille, qui fait partie de l'équipe en Alsace, précise les éco-organismes interviennent pour la gestion des déchets ménagers. Oui, en priorité. Des fois, ils mettent en place des solutions pour les professionnels. J'aurais tendance à dire que il faut vérifier dans chaque REP. On va attendre encore 1 ou 2 minutes, s'il y a encore d'autres questions. En attendant, je tiens à remercier Mélissa et Julien pour la qualité de leur présentation, des échanges. Je tiens également à remercier les participants pour leur intérêt pour le sujet. On l'a vu au travers de toutes les questions qui ont été posées. Et je remercie encore Mélissa et Julien pour la qualité de leurs réponses, parce que c'est pas toujours évident de répondre en direct à des questions aussi pointues. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, n'hésitez pas à garder contact avec nous.
C'est aussi le but de ces moments d'échange pour avoir un accompagnement qui peut se mettre en place sur la durée. Je viens juste merci beaucoup Philippe, et effectivement merci à votre participation très active. Et on sent aussi l'intérêt pour le sujet à travers la diversité des questions. Et je viens juste de me rappeler que j'avais évoqué l'article du Code de l'environnement par rapport à l'ameublement. Ouais, voilà, et je pense que dans les articles là qui sont cités, 146 à 157, il y a des précisions justement sur ce qui est entendu dans le cadre de réparation et pourquoi du coup la restauration peut être écartée. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être. Alors, une dernière, on va prendre la dernière question. Je suis sur la zone Grand Ouest. Est-ce que vous mettez ce que vous mettez en place est uniformisé, ensuite au niveau national? Sur l'action des chambres de métier, peut-être vous voulez dire. Alors, ça va dépendre de l'offre de service de chaque chambre de métier, bien sûr. Donc, peut-être zone Grand Ouest, je ne sais pas si c'est Bretagne, peut-être. Mais je vous invite à vous rapprocher de la chambre de métier de Bretagne, si c'est le cas. Parce que je ne sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des chambres de métier connaissent les fonds de réparation et les enjeux liés à l'artisanat. Après, est-ce que chaque chambre est en maîtrise de fonctionnement de chaque fonds pour pouvoir accompagner les artisans? Je ne sais pas, mais on a beaucoup de groupes de travail sur le sujet et je vois que tout le monde est quand même en maîtrise, donc je pense que oui. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation et voilà, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Merci à tous. Belle journée, au revoir.